Que vous ayez de petits rêves ou des attentes élevées, vous arriverez à planifier ce que vous voulez faire de votre vie en vous fixant des objectifs. Il va falloir faire des efforts pendant le reste de votre vie pour atteindre certains d'entre eux, tandis que vous pouvez arriver à en accomplir certains en une seule journée. Il peut sembler intimidant de vous lancer, mais vous allez voir que vous pouvez réaliser même vos rêves les plus ambitieux. Voici quelques étapes à suivre pour se fixer des objectifs. Bienvenue à votre magazine Emploi et Carrière. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Emploi et Carrière. Nous sommes avec André Kyo, il est spécialiste en insertion professionnelle. André Kyo, bonjour. Bonjour Max. Et nous partons maintenant pour la première rubrique de cette émission, Je veux un job. Alors, André Kyo, bonjour. Bonjour Max. Voilà, pour la première rubrique de cette émission, nous allons traiter d'une thématique, comment se fixer des objectifs. Je suis un sortant école, je viens d'avoir mes diplômes, je viens de l'université, alors comment me fixer des objectifs? Que faire? Des objectifs pour avoir un boulot, n'est-ce pas? Oui. Donc d'abord, il faudra savoir que l'objectif c'est un but, l'objectif c'est un rêve. L'objectif, c'est la finalité que vous voulez atteindre. Donc ici, la question que vous pouvez vous poser, même déjà avant d'avoir le diplôme, il faut se dire, qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les métiers qui me passionnent? Déjà, ici en Afrique, on le fait un peu plus tard, mais ailleurs, on le fait beaucoup plus tôt. Donc déjà, à l'école primaire, déjà, l'enfant doit avoir des objectifs qu'il peut améliorer au fil de son cursus. Donc déjà, il faut se fixer des objectifs. Je vais être médecin. À part ce moment-là, vous devez avoir un comportement médecin, vous devez avoir un regard de médecin, vous devez avoir une démarche pour quelqu'un qui va être médecin. Voilà. Donc déjà, les matières dans lesquelles vous devrez travailler, vous devez le savoir. Je vais être avocat, et là, ça fait appel au droit. Donc je dois peut-être faire les matières juridiques, je dois faire une université de droit pour être avocat. Mais en même temps, il faut savoir que pour être avocat, il y a des formations qu'il faut faire. Il faut peut-être faire l'avocature, vous voulez être notaire, il faut s'inscrire dans une école de notaire, il faut faire des stages chez les notaires. En fait, il faut déjà connaître l'environnement de ce métier-là. Ça vous permet de vous insérer plus rapidement et beaucoup plus aisément. Quelque part, l'ami du métier? Quelque part l'ami du métier? Oui, mais parce que vous devez embrasser le métier que vous voulez faire. Ça veut dire une carrière, mais une carrière c'est la vie. Une carrière c'est votre vie tout court. Donc c'est ça qui va déterminer votre réussite sociale, votre ascension sociale. Donc vous ne pouvez pas aller dans un métier par hasard. Très souvent les gens deviennent, mais après ils ont des comportements désordonnés parce que le métier qu'ils veulent faire, ça ne correspond pas à ses objectifs. D'accord. Voilà. Et justement, pour atteindre ce but, quelles sont les étapes à suivre? Oui, mais premièrement, j'ai déjà dit qu'il faut avoir des objectifs spécifiques. L'objectif d'être spécifique. Ça dit quoi? Je dois faire quoi? Donc vous identifiez le métier où je dois le faire, soit dans une entreprise privée, ou chez l'État, ou dans une organisation internationale. Quand? Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, étant donné mon âge. Et puis la durée de la formation, la durée des stages, tous les concours. Et ensuite, comment je fais pour y arriver? Mais c'est les étapes. Je veux peut-être devenir médecin, mais pour y arriver, comment je fais? Je dois peut-être passer le concours. Je veux devenir sous-préfet, mais je dois passer forcément par l'ENA en Côte d'Ivoire. Voilà. À l'époque, on faisait les nominations, maintenant vous devez passer par l'ENA. Donc vous devez connaître les circuits, mais si vous voulez devenir sous-préfet ou préfet, vous ne connaissez pas comment il faut faire pour y arriver. Ça va être compliqué que vous y arrivez. Et lorsque c'est clair dans votre tête, l'objectif est spécifique, vous passez à la deuxième étape. Il faut avoir des objectifs quantifiables. L'objectif quantifiable, c'est le délai. Vous devez devenir sous-préfet, mais dans combien de temps? Voilà, quantifiable. Et c'est en fonction du temps que vous travaillez? En fonction de vous travaillez. Mais ici encore, on dit la mesure aussi. Donc, quand vous pouvez parler de la mesure, je vais y arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est la mesure. Comme quelqu'un qui dit, je vais construire 2 maisons à Cocody, 7e tranche, dans 10 ans. Ça veut dire une maison dans 5 ans. Étant donné qu'un terrain à 7e tranche, peut-être que c'est 50 millions, c'est 60 millions, c'est 100 millions. Mais si vous êtes employé, que vous avez 200 ou 300 000, est-ce que vous pouvez y arriver? Ce n'est pas très sûr. Donc, en étant employé, déjà,
vous devez dire, mais ce métier-là ne peut pas me permettre d'atteindre mes objectifs. À partir de ce moment-là, vous devez vous donner les moyens pour faire un autre métier ou bien pour des métiers complémentaires qui vous permettront d'avoir suffisamment d'argent pour acheter une maison dans ce type de quartier. Donc, il faut avoir des objectifs. Et le troisième point, rester réaliste. Ne pas avoir, on dit une vision, mais il faut faire attention. La vision est différente de comment on appelle ça déjà, d'utopie. Voilà. Vous êtes là, vous êtes... C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit, parce que si vous donnez les moyens, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais il ne faut pas dire, je veux aller, par exemple, je veux devenir président de la République américaine, je dis n'importe quoi, mais à la limite, vous ne savez pas comment on fait pour aller aux États-Unis. Vous ne savez pas par où on passe. Ou bien il y a qui dit, je vais aller aux États-Unis, ils n'ont pas de visa. Ils n'ont pas de visa, ils ne se donnent pas les moyens pour y arriver, ils ne savent pas quel type d'information il faut avoir, comment il faut faire pour aller à l'ambassade pour avoir le visa. Mais vous ne pouvez pas y arriver. Mais ceux qui savent, ils se renseignent et ils font l'effort d'avoir toutes les informations possibles. Et ça peut leur prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais toujours est-il qu'ils vont atteindre l'objectif parce qu'ils se donnent les moyens. Voilà. Et la prochaine étape? La prochaine étape, on dit, c'est le point 4, il faut avoir des priorités. Les priorités, c'est de ne pas... quelqu'un disait que peut-être que les gens, mais il dit, c'est au cours d'un séminaire qu'on organise la CGCI, alors il voit, il a donné cet exemple qui m'a plu, il dit, pour que votre pipi mousse, il faut pisser au même endroit. Ce n'est pas faux. C'est un jeune béninois qui a dit que c'est un problème béninois, il a d'abord parlé dans l'ethnie, en même temps il a dit, donc, pour que votre pipi pousse, des mousses, la mousse, il faut pisser au même endroit. D'accord. Bon, peut-être que ça ne veut rien dire aux enfants qui sont à Abidjan parce qu'ils ont les toilettes publiques. Oui. Et nous qui venons du village, on sait ce que ça veut dire. D'accord. On sait ce que ça veut dire. Donc, il faut pisser au même endroit. Donc, en réalité, si vous avez des objectifs dispersés, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Très souvent, pour ceux qui sont nés peut-être un peu plus, comment dire, nous on disait que pour attraper, vous poursuivez plusieurs lièvres, vous n'attrapez aucun, parce qu'ils vont se disperser. Si vous voulez attraper des lièvres, mais il faut poursuivre un ou des vous le poursuivez jusqu'à ce que vous l'attrapez. Mais si vous poursuivez 10 livres en même temps, alors qu'il court très vite, vous risquez de ne rien attraper. Donc il faut avoir, il faut sélectionner ses priorités. Et à la limite, et après, le 5e point, il faut suivre l'évolution des progrès. C'est là qu'on parle très souvent de planifier, exécuter, contrôler, améliorer. C'est ce qu'on appelle la roue de Deming, par exemple. On n'a peut-être pas le temps de développer, mais la roue de Deming, vous planifiez. Après ça, vous avez planifié, vous l'exécutez. Mais en même temps, vous donnez les outils de contrôle. Mais à chaque étape, vous faites un bilan. Vous faites un bilan. Mais très souvent, on ne fait pas les bilans. Donc, on veut travailler, et puis on est surpris. L'année vient de finir. Mais l'année, c'est 12 mois. Ça paraît long, mais ça vient de finir, on est à 1 mois, 10 jours de la fin de l'année. Alors si tu avais prévu des choses que tu n'as pas atteint, c'est pas maintenant que tu vas atteindre. Le timing, ça veut dire quoi? Il faut répertorier tes objectifs en 2018, parce que 2017 est pratiquement fini. Voilà, donc il faut évaluer à chaque niveau. Donc appliquer l'un des outils d'évaluation, c'est la roue de Deming, c'est-à-dire planifier et contrôler, améliorer. Donc à chaque fois, vous tournez. Et c'est une roue qui tourne, qui ne s'arrête jamais. Et ensuite, évidemment, le dernier point peut-être, continuer à vous fixer des objectifs. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que vous devrez être à partir de cet instant, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça ne marche pas, on se fixe des objectifs à atteindre dans un certain délai et on arrive, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Mais vous devez évaluer. On passe à autre chose? Non, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça ne marche pas? Peut-être que vous n'avez pas bien travaillé. C'est de faire un bilan, c'est ça? Vous faites le bilan. Quand vous n'avez pas marché, mais les entreprises ne ferment pas. Une entreprise qui veut atteindre 100 millions de chiffre d'affaires en 2017, qui n'a pas atteint, ne ferme pas. Mais on fait les réunions, bilan, et on se dit, mais pourquoi on n'a pas atteint les objectifs? Et puis on se fixe des nouveaux objectifs. Et puis au fur et à mesure, on peut atteindre. Mais on peut peut-être vouloir avoir 100 millions et on est à 60 millions. Mais c'est pas mal déjà, il reste 40 millions. L'année prochaine, vous pouvez dire, je vais avoir 150 millions, vous devez avoir 80 millions. Mais en réalité aussi, quand vous fixez les objectifs, et les financiers, mais là on est dans la gestion d'entreprise. Oui. Mais donc ici, pour ne pas trop déborder, quand vous fixez ce type d'objectif, il faut se donner les moyens aussi pour atteindre. Vous ne pouvez pas vouloir avoir 1 milliard alors que vous n'avez même pas 100 millions d'investissement à faire. Parce que techniquement, vous dites, si vous voulez avoir 1 milliard, il faut avoir 100 milliards, 200 millions, c'est-à-dire 10% minimum de ce que vous voulez faire. Donc en suffisant des objectifs, vous dites, moi je vais être médecin, je vais être infirmier, mais il faut se donner les moyens. Comment il fait pour y arriver? Je vais devenir préfet, mais il faut d'abord commencer par sous-préfet. Donc il faut faire le concours, mais il faut faire le concours de l'ENA pour entrer. Donc comment on fait pour entrer à l'ENA? L'ENA est situé où?
et puis vous partez, vous informez. Vous informez. Ah oui, mais ça fait se mêler là, mais situé où? Vous ne savez pas où est l'institut, vous dites, il va rentrer à l'ENA, vous allez faire comment pour y arriver. Vous n'allez pas vous parachuter, c'est un concours, donc il faut se demander comment on fait, quels sont les concours qu'on fait. Et vous approchez de l'ENA pour voir quels sont les différents exercices qu'on a fait, on a donné à tous ceux qui sont rentrés les 5 dernières années, les 10 dernières années, vous les achetez et puis vous exercez pour y arriver sur 1 ou 2 ans. Voilà, ça peut ne pas marcher la première année, mais la deuxième année ça marchera. Si ça ne marche pas la deuxième année, vous pouvez recommencer. Il y a des gens qui ont fait, moi il y a des gens qui connaissent, qui ont fait le concours pratiquement 5 à 6 ans, puis on dit ils sont devenus des cadres de la fonction publique. Donc ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut s'arrêter. On vous a bien compris, André Kyo. Une chose est d'avoir des ambitions et une autre est de se donner les moyens pour atteindre ses rêves. Et c'est sur ces mots que nous allons passer à notre deuxième rubrique de cette émission, Espace Espoir, réservée à notre jeu concours emploi et carrière. J'ai participé au jeu Business 24 et j'ai joué au jeu et j'ai gagné une bourse d'études de 6 millions grâce à ce jeu. Je suis très heureux puisque j'avais même l'intention, c'était mon rêve de poursuivre mes études et aujourd'hui, grâce à l'émission, j'ai eu une bourse d'études. Donc j'appelle tous mes amis et toute autre personne de venir jouer à ce jeu, composer le 98 070 pour pouvoir jouer. Et depuis 2 semaines, j'ai participé au jeu de Business 24, n'est-ce pas, sur la télévision cryptée. Et j'ai composé seulement 98 070 avec Job à l'appui comme conseiller. Et j'ai remporté ce prix, ce magnifique trophée. Et je vous engage donc à jouer comme moi pour gagner parce que ce n'est pas de l'arnaque. Ce qui m'a motivé, comme vous voyez, je ne suis pas étudiant en ce moment. Je suis retraité et c'est mon fils qui vient d'avoir le baccalauréat, hein, n'est-ce pas? C'était pour pouvoir lui trouver une destination, voilà, pour pouvoir l'orienter, parce qu'on m'a dit ici, au cours de l'émission qu'il y a des bourses d'études, il y avait des bourses d'études à avoir, hein, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a motivé. Je suis réellement comblé parce que je ne m'attendais pas à cela. Bon, le prix de cet appareil-là est quadruplement supérieur à ce que j'ai engagé en jouant. Donc, venez nombreux jouer parce que vous serez satisfaits. J'ai obtenu une bourse d'études pour 1 an d'une valeur de 2 millions. Je pense que c'est bien qu'on peut jouer, ce n'est pas de l'arnaque. Parce qu'il y a beaucoup de jeux ou des choses qui se font à la télévision ou même dans les presses, mais en réalité, ce sont des arnaques. Mais là, bon, je crois que c'est une réalité, donc tout le monde peut jouer. J'ai joué au jeu, j'ai gagné une bourse d'études de 3 ans. Je suis très content aujourd'hui parce que depuis fort longtemps, je voulais poursuivre un peu mes études et Dieu merci. Donc c'est une grâce pour moi. J'ai gagné un portable. Bon, franchement, je suis très content, voilà, pour ce prix que je viens de gagner. Voilà. Donc j'encourage vraiment, comme je l'ai dit, tout le monde à participer à ce jeu. Pour faire partie des heureux bénéficiaires de ce jeu concours, il vous suffit simplement d'envoyer Job au 98 070. André Kyo, un commentaire sur ce jeu? Oui, bon, ça fait pratiquement 3 mois maintenant que nous organisons ce jeu. Nous avons déjà donné à plusieurs groupes de personnes. On l'a déjà dit dans l'émission précédente. Nous allons améliorer la qualité des prix que nous donnons. Nous allons aussi améliorer la quantité des prix que nous donnons. C'est-à-dire les premiers gagnants ont gagné, et on avait pris 2, après on a pris 5. Et la prochaine fois, nous allons certainement prendre 10. Mais en même temps, on a dit qu'on peut même donner de l'argent pour les jeunes promoteurs. Donc on a d'étudier tout ça. Nous avons encore des bourses des écoles qui frappent à la porte, comme on l'a déjà dit. Mais nous allons étudier et puis leur donner le maximum de bourses pour capter des bourses étrangères. Donc, de suivre l'émission en pleine carrière, parce que nous voulons faire l'entrepreneuriat participatif et l'entrepreneuriat social. D'accord, merci André Kyo. Nous passons sans transition à notre 3e rubrique de cette émission. Je vais créer mon entreprise. En quête de stage pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle, de bourses d'études pour des diplômes supérieurs, envoyez dès maintenant Job, J-O-B, au 98 070 pour tenter de gagner des stages de perfectionnement en entreprise, des bourses d'études en licence et master. Et ce n'est pas tout, des tablettes et des lots surprises sont à gagner chaque semaine. Job au 98 070, saisissez votre chance. C'est 103 francs le SMS.
patron, comment fidéliser vos salariés autrement que par l'argent? C'est la thématique de cette troisième rubrique. André Kyo. Oui. Alors, un mot sur ces thèmes. Comment fidéliser les employés ou bien les collaborateurs autrement que par l'argent? C'est un thème important parce que la plupart des chefs d'entreprise, que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises, par rapport à la petite expérience dont nous disposons, pensent qu'ils peuvent tout faire avec l'argent. Mais en réalité, tous les spécialistes démontrent qu'on ne peut pas régler tous les problèmes à de l'argent. De toute façon, l'argent ne suffit pas parce qu'on dit les biens sont, les moyens sont limités et les besoins sont beaucoup plus énormes. Donc, même si vous donnez 1 million, 2 millions, mais il y aura un problème de 3 millions, 4 millions. Si vous donnez 4 millions, on va avoir un problème de 10 millions. Si vous donnez 10 millions, on va avoir un problème de 100 millions. Donc, on ne peut pas régler tous les problèmes. Sinon, les gens, les milliardaires n'allaient pas continuer à travailler. Alors, comment il faut fidéliser? Déjà, il faut dire aux chefs des PME et même des grandes entreprises que l'argent ne peut pas régler tous les problèmes. Alors, donc, que faire alors? Que faire? Mais premièrement, il faut envisager vos collaborateurs comme des partenaires. Et donc, il faut les prendre comme des clients d'abord, des clients de l'entreprise. C'est-à-dire, un patron, il doit les prendre. Un client, comme on dit le client est roi. D'accord. Mais très souvent, il y a un monsieur qui disait, mais après les rois qui viennent, on dit c'est des notables. Les notables, mais c'est les employés. Ils sont les notables. Le boss, lui, il est le chef, il est peut-être le roi, il est l'empereur s'il veut, mais en réalité, les notables, les gens sur lesquels ils se basent pour travailler, c'est les employés. Donc, il faut les envisager aussi. Autant que vous prenez les clients extérieurs qui viennent vous apporter de l'argent, autant il faut prendre aussi vos collaborateurs. Déjà, ça commence par le vocabulaire. Tout le monde dit employé, mais employé, ça devient limitant. Employé, on parle de collaborateurs, mais en plus, on parle de partenaires. Non, c'est vos partenaires. Vous partagez un espace, mais c'est grâce à eux que l'entreprise a grandi. C'est grâce à eux que vous allez peut-être devenir beaucoup plus riche. Donc, il faut tenir compte d'eux. Voilà. Et ensuite. Et en quoi faisant? Mais la deuxième partie, on nous le dit. La deuxième partie, il faut manager les managers. Cela veut dire quoi? Ça dit une entreprise, on vous nomme chef, directeur informatique. Vous êtes informaticien et vous devenez directeur informatique. Mais vous ne pouvez pas gérer vos collègues comme vous gérez les ordinateurs, parce que c'est des êtres humains. Et il y a une étude qui dit que 70% des départs des salariés sont dus à l'entreprise, c'est-à-dire aux employés de l'entreprise. Lorsque quelqu'un démissionne d'une entreprise, ce n'est pas forcément pour autre chose, mais c'est la façon dont on les gère qui fait que 70% démissionnent. Mais on dit sur les 70% qui démissionnent, ces 70% sont dus à une mauvaise relation avec le manager. D'accord. C'est ça. Donc, que doit faire le manager à ce niveau? Mais le manager, premier point, on a dit, il faut qu'il les prenne comme les clients. Non, comment on fait? Mais les clients, c'est la preuve de nos yeux parce qu'ils nous apportent de l'argent directement. Mais ce que les gens ne savent pas, ceux qui peuvent faire partie de l'entreprise, c'est les employés. Parce que pour ceux qui ont fait la formation en clientèle, gestion de la clientèle, un client qui part au moins avec 10 personnes. Ça, c'est un grand cabinet français qu'on appelle le Segos qui a fait une telle étude. Un client qui s'en va, il va avec 10 personnes. En leur disant par le téléphone arabe, en leur communiquant la mauvaise impression, et il va partir à son entourage. Mais en réalité, si vous faites partie, un commercial qui a un portefeuille client, mais lui, il va avec ses clients, il va partir au moins avec 70% de ses clients. L'entreprise va tomber, il va avoir des problèmes. Mais en même temps que l'entreprise va avoir des problèmes, mais en même temps, l'entreprise aussi va recruter de nouvelles personnes. Mais les nouvelles personnes vont recruter pour avoir l'expérience de celui qui a travaillé pendant 5 à 10 ans, mais il aura aussi le temps de faire des dégâts. Il aura aussi le temps de faire des erreurs. Donc en réalité, l'entreprise va tourner en rond. C'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement et ces entreprises-là ne prospèrent pas pendant longtemps. Et donc, il faut tenir compte des salariés. Il faut tenir compte d'eux, il faut les appeler. Il faut quand même garder la relation du patron et puis salarié. Ça. Mais je ne sais pas, peut-être vous prendre des exemples. C'est la base de l'entreprise aussi. Oui, mais quelque part, voilà. Mais il y a des entreprises où on ne vous voit pas le patron. Ça existe, mais à Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui ne vous voient pas le patron. Il y a des entreprises, ça existe. On dit ça, c'est francophone. Ce que je veux dire dans non, mais je vous dis, parce qu'on est trop rigide dans le sein francophone, en fait.
Mais c'est pourquoi nos entreprises, vous faites les comparaisons, chers amis, les entreprises de modèle anglo-saxon sont plus performantes que nos entreprises, parce que là-bas, c'est pas parce que même un patron, quelqu'un me disait que un patron, mais quand il est en culot, c'est le patron, il n'a pas dit t'as pas la patronne, c'est moi, je suis le patron. Quand vous dites c'est moi, je suis le patron, c'est moi, je suis le patron, vous n'êtes pas sûr que vous êtes le patron. Vous vous rendez compte qu'on conteste votre autorité, mais si vous ne contestez pas votre autorité, vous n'avez pas besoin de vous dire c'est moi le patron, vous le dites à qui? Donc le fait de dire c'est moi le patron, comme un homme qui dit je suis le chef de la famille, ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'il est le vrai chef, parce qu'il est le chef là, c'est que son autorité est contestée. Donc le fait de le dire là, c'est symptomatique de l'ambiance qui pose dans l'entreprise. Vous êtes chef, mais quand vous venez, vous êtes en culotte, comme on le dit, c'est vous le boss. Tout le monde vous respecte. Parce que c'est vous le boss, on ne le conteste pas. Surtout quand on est dans les entreprises privées. Donc le privé c'est pour vous, mais en même temps, il faut tenir compte de ceux avec vous, parce qu'il est comme conseil pas très souvent. Comme on parle aux jeunes promoteurs, tout le temps là, il passe presque tout le temps au travail, donc il faut avoir une certaine relation avec. Oui, mais c'est aussi leur maison, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est leur maison. En fait, la vraie famille n'est pas ailleurs. Quelqu'un qui vient travailler à côté où nous sommes et qui vient peut-être de Port-Bougon de Yopougon, mais il quitte chez lui à quelle heure? Étant donné les problèmes de transport, il quitte chez lui à 5 h du matin, moi les enfants dorment. Et puis il va rentrer à la maison peut-être à 21 h, 22 h avec un peu de chance. Les enfants dorment encore. Donc il est dans un endroit, mais s'il n'est pas sécurisé, s'il ne se sent pas à l'aise, mais il va travailler au minimum. C'est ça, la vraie, il va travailler au minimum. Parce qu'il va juste venir pour protéger son salaire, mais il ne va pas travailler pour la prospérité de l'entreprise. C'est ce que vous dit que le chef d'entreprise doit créer les conditions pour qu'ils se sentent comme à la maison. Oui, il doit créer les conditions, mais les employés doivent créer les conditions parce que c'est votre maison en fait. Donc vous devez créer les conditions. Très souvent, il ne faut pas toujours dire que le patron doit faire tout. Parce qu'il y a le management transversal, mais il y a aussi le management à pyramide renversé. Ça dit qu'on peut, à partir du bas déjà, on peut créer les conditions entre vous. Si les employés ne s'attendent pas, mais qu'est-ce que le patron, il va leur dire de vous attendre, mais si vous ne pouvez pas attendre un mois, et on est à l'antenne, on est deux. Quelle question vous allez me poser? Comment on va travailler? Mais c'est ça. Mais il faut qu'on s'attende déjà. Il faut qu'on s'attende. Il faut qu'on sait pourquoi on travaille bien. Mais si on ne s'attend pas, on ne pourra pas travailler ensemble. Vous allez poser des questions minimum juste pour vous débarrasser. Et puis on va y aller. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc déjà, il faut instaurer une bonne ambiance. C'est extrêmement important pour la rentabilité de l'entreprise et en même temps pour la pérennité de l'entreprise. L'ambiance dépend aussi bien du manager que des employés. Oui, l'ambiance dépend du manager que des employés. Parce que je ne vois pas aucun chef d'entreprise. Chaque chef d'entreprise a ses forces et ses faiblesses. Mais un chef d'entreprise qui crée son business, son rôle, ou bien son interaction n'est pas de s'aborder. Mais il peut y avoir peut-être des comportements qui donnent l'impression qu'il ne respecte pas les autres. Mais dans les réunions, c'est pourquoi on fait les réunions d'entreprise. C'est pourquoi on fait les réunions d'entreprise. On peut remonter l'information pour dire voilà ce qu'on sait. Mais très souvent, les gens, en Afrique, très souvent, les gens ont peur. Ils ont peur et donc, ils accumulent les informations, ils accumulent les problèmes. Et puis... Mais ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, mais si les employés ont peur de leur patron, mais c'est plus une entreprise. Oui. Souvent, certains employés ont peur de parler parce que, bon, quelque part, sur le patron, il a parlé, c'est fini. Quelque part, si l'employé parle, ça peut réjaillir sur... Bon, mais ça, c'est une bonne réaction. Mais en fait, si le patron va en voyage, qui gère l'entreprise? Si le patron est malade, qui gère l'entreprise? Si le patron est absent pour une raison ou une autre, qui gère l'entreprise? J'ai tué du bois, mais si le patron, même matin, il n'est plus là, définitivement, qui va gérer l'entreprise? Ferme, on fait quoi? Donc, en gérant l'entreprise, il doit se dire que même s'il ne suit pas dans l'entreprise, il doit continuer à fonctionner, mais ça qui fait les grandes entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont 2 siècles, mais comment? Les propriétaires sont tous morts. 2 siècles, personne ne vit plus de 100 ans. Les gens qui ont 2 siècles, mais comment? C'est parce qu'ils ont trouvé un management qu'on appelle aujourd'hui le management baladeur. C'est-à-dire un management où le patron, il y a une ambiance, le patron, il doit savoir comment chacun se comporte. Le chef de service doit faire le relais pour savoir comment les gens se comportent, qu'est-ce qu'ils ont vécu à la maison. Mais un employé, par exemple, qui est chauffeur, il n'a pas payé son loyer, le patron le poursuit, ou bien le propriétaire le poursuit, il a tous les problèmes. Vous lui donnez une voiture pour aller à Yamoussoukro. Mais il est susceptible de faire des grappes sur la route. Donc il va gâter le matériel de travail. Or, ça a été payé très cher. Donc c'est pourquoi il dit qu'il faut en tenir compte. Ce que nous disons, c'est sérieux. Et puis ensuite, le troisième point, c'est manager un cadre optimal de travail. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'environnement de travail, c'est là qu'il est assis.
Donc, où il travaille, il doit se sentir heureux. On dit, n'oublions pas que, je vais le lire, n'oublions pas que des salariés heureux s'investissent plus et sont plus productifs que des salariés en situation de mal-être. Donc, un salarié qui est heureux, il est beaucoup plus productif parce qu'il produit de façon naturelle. C'est pourquoi, en fin d'année, par exemple, mais ou bien en cours d'année, on fait les matchs de Maracana. Dans certaines entreprises, on fait le sport dans les entreprises. Quand on va revenir au cadre optimal. Quand vous parlez du cadre optimal, vous voulez parler de quoi, Ezekiel? Non, cadre optimal, c'est-à-dire le cadre du travail. Non, le cadre du travail. Il y a quoi? Aux équipements, il y a l'équipement. Aux moyens. Il y a l'équipement. Il y a l'équipement. Par exemple, si la personne a des machines qui ne sont pas adaptées et qu'il boude parce qu'il pense qu'il y a l'argent et qu'on ne paye pas de nouvelles machines qui le fatiguent, mais il va mal travailler. Mais en même temps, il faut que l'employé se rende compte que si le patron ne paye pas de nouvelles machines, ce n'est pas parce qu'on veut le persécuter, mais peut-être que les moyens ne suivent pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, une adaptation aussi l'employé doit s'adapter, enfin, le collaborateur, pas ses partenaires. Mais si je mets dans la peau d'un employé, il dit c'est pas chez moi. Donc moi, je travaille ce qu'on me donne. Alors, je fais ce que j'ai à faire. Dans ce cas, qu'est-ce que les patrons font? Mais déjà, moi, ils préfèrent parler même aux collaborateurs ou bien aux partenaires. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le patron. C'est ça, je veux dire. Le patron, c'est vrai, mais il ne peut pas tout, il ne peut pas voir tout. Il a mis des chefs de service. Est-ce que l'information lui est remontée? Si les chefs de service censurent l'information et que le patron n'est pas au courant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi demain aussi, pendant des fêtes, tant de réunions, j'ai pu aller en tenir un exemple qui est arrivé dans une grosse entreprise en Côte d'Ivoire ici. Que les gens se blessaient parce qu'ils travaillent dans une entreprise de VA et ils se blessaient pratiquement tous les jours. Il y avait des blessés graves. Mais entre-temps, le directeur de ressources humaines a fait recrutement pour aider les gens. Donc il a pris des gens, l'entreprise sur la route de, j'ai dit peut-être sur la route d'Ayama ou à Dabou, et il prend des gens qui sont à Adjoufou, qui quittent Port-Boué pour traverser. Un employé qui vient en bus, il va prendre combien de bus pour arriver à Yopougon déjà? Et le Yopougon, quel bus il va prendre le Baka pour arriver? Le Baka s'arrête à tous les petits points pour prendre son passager. Lui, il ne gère pas ton temps, lui, il gère son propre temps. Donc le temps d'arriver là-bas, il est 9 heures. Or, selon les spécialistes, pour extraire les VIA, mais il faut extraire dans un certain délai, sinon après ça ne coule pas. Alors quand les gens viennent en retard, mais ils sont obligés de travailler rapidement. Mais quand ils travaillent rapidement, mais ils se blessent. C'est tout, c'est pas ils sont sous la pression. Ils sont sous pression, donc ils se blessent. Parce qu'il y a une quantité de sève qu'ils doivent extraire jusqu'à midi ou bien jusqu'à 11h. Mais s'il ne le fait pas, il ne sera pas payé, ou bien on va lui faire les remontants. Donc il est obligé de travailler vite. Mais en travaillant vite, il fait beaucoup de donc il se blesse. Ça, c'est un cas pratique qui est arrivé. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est parce que les gens sont trop loin de leur zone de travail qu'ils viennent en retard. Et comme ils viennent en retard, et ils sont obligés d'atteindre leur objectif qui est quantifiable, qui est mesurable, ils se blessent et ils travaillent mal. Donc le patron doit tenir compte de tout ça? On doit tenir compte de tout ça. D'habitation? On doit tenir compte de tout ça. C'est pourquoi il y a des entreprises qui regroupent les employés en faisant les opérations immobilières. En fait, le souci avec les patrons, souvent, ils ont peur, quelque part, de trop se familiariser avec l'employé, de peur de... Se familiariser par rapport à quoi? De le remercier, peut-être après une faute, quand il y a trop de familiarité. Mais à la maison, bon, peut-être que vous n'êtes pas encore marié, mais nous, on a des enfants. Nos enfants, c'est des amis, on les frappe de temps en temps. C'est pas parce que tu as tes enfants que tu ne veux pas les frapper s'ils font n'importe quoi. Donc un patron, normalement, c'est vrai, il peut causer les gens, mais on dit souvent un patron, c'est un lion au gants de velours. C'est un lion au gants de velours. Donc en même temps qu'il doit jouer avec les autres, mais il est le boss, il est le patron. Donc à la limite, il doit continuer à humaniser, c'est le mot qu'il cherchait, à humaniser l'environnement de travail, mais en même temps, il doit avoir son rôle de contrôle. Et quand tu contrôles, mais c'est pourquoi on demande aux entreprises dans les démarches qualité, quand tu contrôles, mais il y a les erreurs, on dit c'est pas normalisé, tu dois venir au travail à 7h30, tout le monde est d'accord, et tu viens à 9h. Mais toi, tu crois la sanction, si tu viens à 9h, 2 fois, voilà la sanction. Oui, on sait, il y a un règlement intérieur. Il y a les choses qui s'appliquent de façon naturelle. Voilà. D'accord, c'est compris. On peut passer au dernier point, par exemple, c'est penser aux avantages en nature défiscalisés. C'est-à-dire les avantages en nature, vous voyez que sur 4 points que j'ai cités, les avantages en nature sont venus en dernière position. Donc très souvent... Et il s'agit de quoi, les avantages? Non, les avantages en nature, vous pouvez inviter les gens, peut-être une fois par mois, ou bien par trimestre, ou bien à fin d'année, en tout cas de façon cyclique,
pour faire partager un petit repas de corps. L'armée le fait, le repas de corps. Quelque part, vous dites que le patron doit connaître les différentes familles des collaborateurs, c'est ça? Mais si ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais quelqu'un me l'a dit dans une grosse entreprise, mais le patron est allé un jour chez quelqu'un, un employé ordinaire qui avait perdu sa femme, et le grand patron allait chez lui, mais ce jour-là, le monsieur, il est devenu un des affidés du patron. Tu ne peux plus dire du mal du patron, parce que là, il s'est dit que tout ce qu'on lui disait, ce n'est pas vrai. Ouais. Voilà, donc très souvent, les gens n'ont pas forcément besoin d'argent. Le monsieur, sa femme a accouché, tu appelles la dame pour dire, je viens, et puis mais tu l'as envoyé quelque chose, même tu l'as appelé pour la saluer, déjà c'est suffisant. On peut le faire, ça ne coûte pas rien. Mais si le management se développe, on appelle ça le management baladeur. Voilà, le management by wandering around, c'est-à-dire le management baladeur, le patron, il doit connaître les gens, il doit savoir où ils se situent, quel est leur problème. On n'a pas de régler tous les problèmes de l'humanité. C'est pas quand même le bon Dieu, encore le bon Dieu pas régler tous nos problèmes. La preuve, on est là, on nous promet régler les problèmes, mais c'est dans un futur. Mais pour l'instant, là, on a les problèmes, donc le patron ne peut pas tout faire tout seul, mais en même temps, il doit s'intéresser sincèrement aux gens. Et les employés, entre eux, les collaborateurs entre eux, ils doivent aussi être amis, ils doivent être des collègues, ils n'ont pas des partenaires, enfin, des guerres, des combats qui se lancent les pots de banane. Non, chacun est dans son boulot. C'est pourquoi j'aime bien prendre l'exemple de match sportif. Mais le défenseur, il fait la défense, le gardien des buts, il fait le gardien, il est gardien, l'attaquant, chacun a son rôle, mais en même temps, il concourt à marquer le but, c'est-à-dire à mettre le ballon dans le filet de l'adversaire. C'est ça qui fait les grandes équipes. Marquer le but, c'est ça. Ça atteint l'objectif parce que c'est des entreprises qui gagnent un but de plus qui est champion. Donc, ce qui est récurrent en entreprise, le salarié se dit, voilà, moi je n'ai rien injecté, je viens faire un travail et je m'en vais. Oui. En général. Donc le salarié ne devrait pas penser comme ça, ou bien s'il pense comme ça, c'est l'attitude, c'est au patron, c'est à travers le comportement du patron qu'il peut l'emmener à changer. Mais c'est pourquoi je parle très souvent du FDFP, qui est le Fonds pour le développement de la formation professionnelle. On doit former les gens, ce n'est pas la formation, mais la formation, c'est les réunions. Est-ce que vous me suivez? Donc, un employé qui dit non, moi je vis au travail, je ne fais que ça, je suis payé, mais il n'est pas. Si vous le dites, un patron qui est averti, mais à la limite, on peut même faire votre contrat parce que vous n'êtes pas engagé. Vous devez être engagé dans l'entreprise. Être engagé, c'est être impliqué dans l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas venir travailler, faire juste le juste minimum puis retourner à la maison. L'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc un employé, il doit être capable de faire des propositions. Il doit être capable de faire des suggestions. Il doit être capable de faire des remarques. L'entreprise est aussi la maison du salarié. C'est la maison du salarié, mais c'est ça qui fait qu'il paye sa propre maison où il dort. Alors si la propre maison où tu dors, où tu prends l'argent pour payer la scolarité de tes enfants, où tu prends de l'argent pour payer ta propre maison, où tu prends de l'argent pour te soigner, où tu prends de l'argent pour soigner tes parents, mais si tu dis moi je suis là, c'est pas mon problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc il faut être impliqué dans l'entreprise et il ne faut pas toujours regarder que le patron a fait ci, le patron a fait ça. Parce que le patron, peut-être qu'il y a d'autres objectifs, mais entre nous, entre vous, qu'est-ce qu'on fait? Entre nous, employés, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le comportement interne peut impacter positivement le patron. Est-ce que vous me suivez? Donc déjà, la pyramide renversée, c'est qu'est-ce qu'on fait entre nous? Il faut le faire. Donc, même si une entreprise avait 2 ou 3 employés, vous devez être capable de manger à midi ensemble. On doit dire que voilà, ça c'est les employés de telle télévision ou de telle entreprise. C'est ça qui est important. Et vous devez avoir le sentiment d'appartenance, doit être important. Le sentiment d'appartenance. Ça dit, vous devez dire j'appartiens. Très souvent, toi, mais vous appelez maintenant Business 24. Quelquefois, il y a des entreprises où on oublie votre propre nom, on vous dit c'est Binet 24. Dans le quartier, on vous appelle. Parce que tout le monde sait que c'est là où vous travaillez. Donc vous devez impacter sur tout votre environnement. C'est là qu'on voit les vraies entreprises. Vous dire des entreprises qui décorent les employés qui ont fait 30 ans, qui ont fait 40 ans, qui ont fait 30 ans, qui ont fait 25 ans, pour leur dire merci que vous avez travaillé. Mais il faut que les jeunes aussi viennent vous suivre, c'est ça, c'est important. Donc on ne peut pas, un chef d'entreprise ne peut pas tout faire tout seul. Il doit donc avoir des objectifs, mais en même temps, il doit manier son entreprise de telle sorte que les employés se sentent à la maison. Et les employés eux-mêmes doivent se sentir à la maison. Voilà, parce que en étant convaincus que c'est une entreprise qui a des exigences de productivité, qui a des exigences de rendement. D'accord, ça dépend, la vie de l'entreprise dépend de ça aussi. Absolument. D'accord. Merci André Cuyo pour toutes ces informations.
Voilà, je vous remercie. C'est ces mots que nous allons mettre fin à ce magazine Emploi et Carrière. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission.